OK. Bon, en attendant qu'ils nous rejoignent, donc on va commencer cette session. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, au lieu de 40 minutes, on va essayer de tenir sur 25 minutes pour vraiment gagner du temps. Alors, cette session parle des données et infrastructures. Parce que, comme vous le savez, depuis longtemps, au niveau africain, l'utilisation du géospatial était souvent limitée par l'accès aux données et aux infrastructures. Ce qu'a essayé de joindre, de résoudre le programme GMSN Africa. Donc pendant 5 ans, le programme GMSN Africa a travaillé avec les consortiums pour les faciliter l'accès aux données, pour mettre en place des infrastructures leur permettant d'accéder aux données. Donc aujourd'hui, au bout de ces 5 ans, donc on fait un petit bilan pour voir où en sommes-nous, qu'est-ce qu'on doit améliorer, surtout pour la deuxième phase du programme GMSN Africa. Pour cela, donc, je voulais vous poser 2 questions. La première question, c'est comment le programme vous a aidé à améliorer les capacités en infrastructure et à l'accès aux données. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est qu'est-ce que vous pouvez partager en termes de leçons apprises durant la première phase du projet GMSN Africa et qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer ou apporter de neuf pour que dans la deuxième phase, qu'on puisse pallier les manquements et en tout cas pouvoir mieux faire par rapport à la première phase. Donc pour cela, je donne à chacun au maximum 5 minutes pour nous vraiment pouvoir répondre à ces questions. Donc je vais commencer par mes amis de AGEOS. Donc vous avez la parole, madame. Responsable data et infrastructure pour le consortium AGEOS. Ce que je voudrais principalement dire, c'est que les besoins en termes de données spatiales pour l'environnement au niveau de l'Afrique centrale sont des besoins qui sont réels. Et en travaillant avec le programme GMSN Africa, ce que nous avons pu constater au niveau de l'Afrique centrale principalement, c'est qu'il y a de nombreuses difficultés pour l'accès aux données, principalement qui sont liées à la limitation des infrastructures pour l'Internet et voire même la non-existence des infrastructures Internet dans certaines régions. Ce sont des difficultés que nous avons pu découvrir au niveau du programme, lors du développement du programme GMSN Africa. Alors, pour pallier à ces différentes difficultés, nous avons eu l'opportunité de travailler avec l'Union africaine, notamment lors des sessions de formation, qui nous ont permis en fait d'accéder à certaines plateformes développées par l'ESA pour l'accès aux données Sentinelle, par exemple. Avant que nous travaillions dans le cadre du programme GMSN Africa, l'accès aux données était principalement sur la plateforme Sentinel Hub, Open Access. Et dans le cadre du programme, grâce aux différentes formations que nous avons eues avec l'Union africaine, nous avons pu accéder à la plateforme internationale de l'ESA, ce qui permet en fait d'accéder aux données sans limitation en fait, de téléchargement. Nous avons bien vu en fait qu'il y avait des difficultés pour pouvoir partager ces informations, ces données, même avec nos propres partenaires des différents pays. Et pour pallier à ces difficultés, lors des différentes sessions de formation, lors des différentes conférences, nous avons pu échanger, mais également le consortium avait comme objectif de pouvoir mettre en place des plateformes pour l'accès aux données. Et c'est ce que le consortium a pu réaliser, c'est-à-dire une infrastructure de données spatiales pour pouvoir accéder aux données, mais également aux produits qui ont été développés dans le cadre du programme GMSN Africa. Donc, il y a un géoportail qui a développé le consortium AGEOS qui est actuellement disponible et qui permet de pouvoir accéder aux différentes données. Nous savons que les difficultés sont toujours réelles. Pour l'accès à ces plateformes, effectivement, il faut toujours avoir l'accès à Internet et c'est une grande limitation que nous avons pu constater. Alors nous avons déjà parlé de ces difficultés et nous appelons encore l'Union africaine justement dans la phase prochaine du programme de pouvoir essayer d'emmener les différents pays, les différents consortiums à maximiser en fait dans l'accès aux infrastructures Internet pour pouvoir accéder à ces différentes données. L'autre des difficultés que nous avons encore rencontrées dans le cadre du programme,
c'est le manque de formation, le manque de connaissance des plateformes d'accès aux données. Et c'est important en fait de pouvoir maximiser sur le training, sur la formation. Ça c'est déjà fait dans la première phase du programme, la formation des jeunes pour l'accès aux différentes plateformes de données, à l'utilisation même des données d'observation de la Terre. Dans le cadre du programme, nous avons fait une formation au niveau du Tchad. Nous nous sommes rendus compte que nous avons eu à former les enseignants dans l'utilisation des données parce que c'était limité, par exemple, au niveau du Tchad, au niveau de Moundou, par exemple. Donc, ce sont des challenges qui sont de véritables challenges, en fait, qui est au niveau de l'Afrique centrale pour l'accès aux données. Toutefois, le programme a développé, outre, en fait, l'accès aux données, une plateforme également qui permet de faire le suivi et l'évaluation, en fait, des forêts d'Afrique centrale pour pouvoir, en fait, suivre les différents points de déforestation, les changements au niveau des zones d'intérêt bien déterminées, donc avec des alertes qui seront envoyées au niveau d'un système téléphoné, un système mobile, et qui permet aux équipes de pouvoir mener des missions terrain afin de déterminer si l'alerte est bien réelle et quels sont les moteurs de déforestation que nous avons pu constater. Donc le programme GMS en Africa nous a permis bien sûr de pouvoir vulgariser les données d'observation de la Terre et de voir à quel point ces données peuvent être rentables aujourd'hui pour lutter contre les phénomènes de changement climatique, mais pour lutter également pour pouvoir également gérer au mieux les ressources naturelles. Et ce qui est pour la première question. Donc pour la deuxième phase du programme, ce que nous préconisons, c'est de pouvoir en fait capitaliser au niveau des différents consortiums, de pouvoir travailler ensemble, de savoir que les difficultés qui ont été palliées par un consortium peuvent être en fait échangées avec des consortiums qui ont encore ces difficultés, afin que nous puissions pallier aux différents problèmes que l'on rencontre dans les différentes régions, principalement d'Afrique. C'est un peu ce que je pourrais apporter comme élément au niveau des différentes questions qui nous ont été posées. Merci. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je vais devoir maintenant passer la parole à SICOS. Merci, monsieur le modérateur. L'état des lieux que ma collègue à ma droite venait de faire, nous sommes dans la même région parce que nous étions des consortiums au niveau de l'Afrique centrale. Les infrastructures et l'accès aux données et aussi question étaient liés également aux services et aux produits choisis par rapport aux thématiques à développer. Le consortium SICOS a bénéficié depuis les initiatives AMSD des e-stations qui ont été déployées dans tous les pays de la région, qui ont permis l'accès aux données, des précipitations, NDVI, un spectre important des données pouvant aider les utilisateurs ou les bénéficiaires à élaborer des produits comme les suivis des bilans hydrologiques, qui était un service choisi. Et au cours du programme GMS, phase 1, les mêmes stations ont connu la maintenance par les consortiums. Et ce qui a été remarqué qu'il y avait quand même quelque chose d'important à souligner, des pannes récurrentes. Donc, il fallait des maintenances ou des entretiens pratiquement répétitifs et qui demandaient beaucoup de moyens. En dehors de ces stations, il y a eu des plateformes à accès libre comme HydroWeb, où les hauteurs d'eau issues de l'altimétrie spatiale sont également disponibles. Donc on a accédé, on a eu des contacts avec les producteurs de données et déposées sur HydroWeb, mais des partenaires qui ont travaillé avec nous sur les différentes thématiques ou les différents services, comme OSFAC, l'Observatoire de forêt de l'Afrique centrale, avait déjà les infrastructures en termes d'accès facile aux données, au suivi des forêts, parce qu'ils travaillent déjà longtemps avec
les producteurs comme ESA de toutes ces données. Et en termes de ce qui est perspective, ça a été dit depuis ce matin, la nécessité de la formation pour la maîtrise de toutes ces technologies, pour le maintien de ces infrastructures. Et par rapport à la e-station, l'expérience nous a démontré que recourir à la e-station version light, qui ne demande pas beaucoup d'équipement, dont les logiciels peuvent être installés même sur un laptop avec des antennes comme des antennes utilisées pour la télévision, ça aide beaucoup que la e-station grand format ou très complet. Donc en perspective, s'il faut que nous allions avec ces infrastructures, aller vers la light ou la station simplifiée, ça serait d'un grand apport. Et surtout, assurer les renforcements des capacités, comme ça a été dit, parce que c'est important pour aller vers d'autres plateformes qui sont aussi libres d'accès aux données. Voilà notre contribution à ce niveau. Merci. Voilà, merci beaucoup au SICOS. Donc, je pense que le programme GMS in Africa a bien noté parce que le problème de la capacitation pour la maintenance des stations revient, comme ça a été évoqué durant la rencontre à Zanzibar il y a 2 mois. Je vais maintenant donner la parole à IPAC. IPAC, yes. Thank you very much. So I will talk about data and infrastructure in Eastern Africa region. And for us, we divided the data infrastructure into 3 components. So the first one is infrastructure itself, which is the MESA stations. And then we have data access, and that's improving access to Earth observation data. And then we have systems that we have developed to be able to derive insights from data. So aside from providing data, we are providing what we like to call actionable information. So when it comes to the infrastructure, our challenges were very similar to what the other 2 panelists have talked about. One is the capacity to maintain the station. This was very low. But then there was a lot of training that was done during GMES in Africa, which also helped to build the capacity as well. The other one is in terms of institutional capacity, in terms of Linux, for example. So the full MESA station is developed on Linux, but then when you look around the region, you have very few people who know how to deal with Linux. So how we structure it is the member countries are able to contact us and tell us this station is not working. The first response is to do an online troubleshooting. So remotely, we try to troubleshoot the station, but then with the limited capacity in Linux, it becomes very difficult to even help to remotely troubleshoot the station. And then the next thing that we do is we do on-site visit, but then with COVID, we were not able to do this as well, and that is also another challenge. And also with COVID, we saw that the number of requests that you were getting from the member countries went down, and this could be attributed to the fact that most people were working from home, and therefore they had no access to the traditional or the conventional MESA station. In terms of access, what really worked for us is we developed an online data center. So the online data center allows users to be able to still access the data from the e-station. And what we saw is that the member countries who have MESA station installed at their institutions, they will still reach out to us and use the online data station to be able to access the data. So it means even though they were working from home, they still needed the data, but they could not access the data from their institutions because they were working from home. But then the online data portal allowed them to be able to still access the data.
The other thing that worked for us was also leveraging on cloud computing, and Dr. Kwame talked about it as well. So instead of what we did is we segmented our users. So we have policies makers who only need actionable information from you. They don't require the data. But then we have analysts who require the data so that they can be able to run their processes. And then we also have people who only need the products out of the data. They don't want the raw data. So what we did is we used cloud computing. We used the Google Earth Engine that also Dr. Kwame mentioned as well. And based on this, we were able to develop products. And this means that users are able to download the results of the products as opposed to downloading the data itself. And this came in very handy when we're using Sentinel data for forest monitoring. So we developed the application on Google Earth Engine. So users are able to just get the statistics for the forest instead of downloading Sentinel and carrying out the forest statistics themselves. The other thing that worked for us as well was a translation of data into information, and we were able to also build a lot of online systems. One example will be the Drought Watch. So it monitors drought in the Eastern Africa region. So by using Earth observation data, we're able to model behind the scenes and then provide an online interface that allows the user to only see what we call the actionable information. And we define actionable information as information that someone can do something about. So that is how we approached it, and those were the challenges that we faced as well. In the end, I think segmenting the users came in very handy. We provided a platform for technical people to download the data. We provided platforms for the policy and decision makers to be able to see only the relevant actionable information that they can do something about. And then we were also able to provide access to the non-technical as well. I think that is a summary of our experience in Eastern Africa. Thank you. Thank you so much, AIPAC. Maintenant, je donne la parole au CSE. Merci beaucoup. I think he says CSE. If you want to go first, it's okay for me. Merci, professeur. Par rapport à la première question, je pense que je vais être relativement bref sur l'accès aux données. C'est la énième fois, je pense, qu'on en discute à travers ces meetings de JMS. Je pense à 2 points sur cette première question. Le premier point, c'est vraiment le renforcement institutionnel qui est lié un peu à l'infrastructure existante. En fait, tout à l'heure, il y avait une présentation de l'équipe du Ghana qui faisait référence un peu au cloud. Les données, la disponibilité est vraiment à des échelles qu'on ne peut même pas imaginer en termes de données géospatiales. C'est maintenant l'accès qui pose problème. Et là, je prends exemple un peu à notre consortium. C'est pourquoi je dis l'infrastructure, parce qu'indépendamment des pays, l'accès est relativement difficile. Et c'est là où, évidemment, on doit vraiment réfléchir pour améliorer les infrastructures. Et je reviendrai à la deuxième question sur ce point. L'autre point par rapport à cette première question, c'est au niveau ressources humaines. Parce que la donnée peut être disponible, on peut y accéder, mais il va falloir avoir des ressources humaines pour les traiter, les analyser et produire, excusez-moi de la répétition, des produits pour les utilisateurs finaux. Et donc, c'est ces 2 points qui résument un peu l'accès aux données. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'aurais pu vraiment développer. Mais je pense que vous me comprendrez un peu si je me limite un peu à ces 2 points en termes de renforcement de capacités institutionnelles et renforcement des capacités des ressources humaines pour l'accès aux données. Par rapport à la deuxième question qui consiste un peu aux recommandations qu'on peut faire à notre humble avis, je pense que
le premier point, c'est les e-stations. Les e-stations, c'est quand même un dispositif assez intéressant. Et il va falloir qu'on trouve, parce que M. Tidjane Ouattara ce matin a montré le développement de beaucoup de plateformes de données, de plateformes de produits à travers les consortia. Mais je pense qu'il y a un défi de pouvoir rendre ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les e-stations et les plateformes ou les géoportails qu'on a développés, à partir desquels également il y a des produits qui sont disséminés. L'autre point, c'est la formation et le secteur privé. Quand je dis la formation, c'est le secteur académique. Parce que ça également, c'est un challenge. Je pense qu'il y a beaucoup de professeurs d'université ici et ils pourront peut-être pas me démentir, mais il va falloir également appuyer sur l'accélérateur en termes de formation sur les données, les produits géospatiaux. C'est extrêmement important. Et enfin, le privé, le secteur privé, parce que je le dis souvent, les institutions publiques ont des limites en termes de développement ou en termes de pousser plus loin pour le renforcement des capacités techniques. Et c'est là où le secteur privé doit intervenir sur la disponibilité, sur l'accès et la dissémination des produits géospatiaux. C'est extrêmement important. Et vous me permettez de me limiter là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être que dans d'autres occasions, on aura le temps de développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur du CSE. Maintenant, on va donner la parole au CSSTI. Professeur, you have the floor. CSSTE. Well, thank you very much, Mr. Moderator. First, I would like to let you know that the CSST consortium dealt mainly with the issue of flood monitoring and assessment, which is a major disaster. What we did was to make sure that we have a common solution across the region for the flood disaster. And to do this, 7 institutions were involved, which is cut across 5 countries in West Africa. And all the partners, we work assiduously to make sure that all the necessary data that are involved in flood monitoring and assessment, we try to get it. The mandated agencies have been using traditional method, but our focus was to use Earth observation data to support what they are doing, which is not the situation. So the issue of data is an issue for them, Earth observation data. The condition under which we are working is to have freely accessible data so that these mandated organizations don't have problem of access to data, purchase of data, so that cannot be the reasons for not using Earth observation data. That's condition number 1. The second main condition is to ensure that we use open source data, or open source software, so that there be no need to be paying for licenses every year. Then it will encourage these disaster monitoring organizations to actually apply Earth observation data in their work. The first step we took was to have what we call the data agreement. We ensure that all the stakeholders, especially the DMOs, we partner with them to let us have access to their available data. And this is very, very important. It works to a certain level. Still, we have issues with them. But in majority of situations, being the first time that is being done, we are able to achieve some success in that.
when it comes to data in general and issue of flood, we find out that there are so many gaps when it comes to high resolution data, thanks to access which we had to Sentinel data to the Copernicus platform. But still there are gaps. Records of rainfall, precipitation data, most of them are incomplete. We have to fill in the gaps. And they are not the standardized flood event database, the state data. These are issues which we were able to grapple with during the project. And you know that in West Africa, we have French and English speaking. And there are various formats of keeping their data. So we have to also deal with that to ensure that data formats, we try to have seamless, simple way of having the way the data are reported or acquired. So we're able to deal with that. So also you have issues like some layers in our sites, the building footprints are not there. These are gaps, but we believe since what we develop is what we call an updatable data, flood data event, we can still update them, we can still get those layers so that we can predict whether a particular house or building is in an area which is very fragile in terms of disaster monitoring. Another things that did not work well are something like under the infrastructure, the e-stations. Luckily, we have one of our partners, Kurat, that has an e-station. It downloaded it for most of our sites. But some e-stations, like the one given to the consultant engineer one, arrived very late. But we were able to use that of Kurat. Also, the damaged and obsolete hydrometeorological stations in most organizations, they are not there or they have been abandoned. So there are a lot of gaps in even acquire some of this data, but we encourage them to bring them up again so that we can get better prediction of forecast for flood. But we can say that some things worked for us. Despite all this, we are able to develop what we call the flood reporter. You can capture the event as it is happening, and it can be straight send a message to your server. This is very important. It's one of the things we are able to develop. And then the flood event database, we are able to create it. Various data layers were streamlined, and across the 5 countries, we are able to say, well, these are the primary data. If you can get it across West Africa, they'll be able to have what we call flood event database for the updatable one for the whole region. The East Station, I've talked about it. We are able to also access relevant data, especially from one of our partners that have been using it. Flood modeling system has been created in ECRAS and HMS, and it's working well for our 5 stations. And we have a robust and standardized geospatial database created, which is accessible through the net. And we're considering cloud-based data storage. We've started it, but we know we still need some steps which will be fully developed during the second phase. With regards to the EO data download, which I mentioned before, we're able to use effectively the Copernicus Data Hub, the NASA site, the CHRP, we not only assess it, we are able to train our stakeholders on how to download and use it. We are able to also develop flood damage assessment too. Our recommendations on some of the lessons learned, if you allow me to say that, or you want me to leave it for now, we are able to continue the collection of relevant geospatial data sets is very important so that to fill in where there are gaps. Rapid development of infrastructure to capture institute data is also very important so that we can validate the product or the services, and continuous and timely training of relevant disaster monitoring organizations and stakeholders on the use of the developed tools and data sets. Thank you.
Merci beaucoup, STI. En écoutant les différents intervenants, je pense qu'il y a 3 points, en tout cas 3 recommandations phares qui sont ressorties de cette discussion, à savoir la cross-fertilisation, je ne sais pas est-ce que c'est le bon terme, donc le partage d'expériences pour que dans la deuxième phase, les consortiums puissent collaborer pour partager leur expérience en fait de pouvoir surmonter certains problèmes. La deuxième, c'est le renforcement de capacité pour la maintenance des stations, parce qu'il y a des stations qui ont été mises en place pour faciliter l'accès aux données, mais souvent la maintenance, la maîtrise de la maintenance pose problème. Donc troisième, c'est l'implication du secteur privé. Ça aussi, c'est un volet très important pour l'innovation, parce que les structures étatiques ou publiques souvent sont limitées sur certains domaines, mais le secteur privé peut quand même apporter un plus-value dans l'innovation. Je sais qu'on est coincé par le temps, mais je voulais un peu déroger à la règle en donnant la parole à un des étudiants qui ont bénéficié des bourses pour nous parler un peu de leur expérience par rapport à l'accès aux données. Deuxièmement aussi, si les doyens qui sont dans la salle, qui étaient là hier quand l'accès aux données était très difficile et aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, donc si ces doyens pouvaient nous faire un petit témoignage aussi, ça pourrait aider dans ce sens. Est-ce qu'il y a un étudiant parmi les étudiants qui ont bénéficié des bourses, quelqu'un qui est disponible pour nous faire un petit témoignage par rapport à l'accès aux données? Ou bien les étudiants sont déjà partis? OK, il y a un candidat. Alors, pour les doyens aussi, si le professeur Afian est là ou le doyen Souleyouad, voilà, mais vraiment bref, 2 minutes au maximum pour nous partager votre expérience sur l'accès aux données. Oui. Merci. Par rapport à mon expérience sur ce qui concerne l'accès aux données, moi personnellement, les partenaires techniques du programme GMS and Africa, la SICOS, ainsi que les CREVAC, nous a facilité pour accéder aux données. Donc, on nous a donné une plateforme CTO. On a utilisé cette plateforme, c'est disponible. Vous envoyez juste les coordonnées de votre zone et puis par email, on va vous envoyer un lien sur lequel, si vous cliquez, vous allez accéder aux données et puis vous télécharger. Aussi, une autre plateforme que le directeur Georges de la SICOS venait d'évoquer ici, la plateforme HydroWeb. Là aussi, l'accès est vraiment facile. Donc, d'une manière brève, je n'ai pas vraiment trouvé de difficultés pour accéder aux données. Merci. Merci beaucoup. Vous donnez la parole au doyen Souleyouad. Mais sur 2 minutes. Je sais que vous avez beaucoup à dire par rapport sur cette thématique, mais... Oui, très rapidement, d'abord remercier l'initiative du modérateur pour donner la parole et demander un témoignage sur la problématique de l'accès aux données. Je dois dire qu'il y a 20 ans, et je parle sous le contrôle du président Afian Kouadjo et du gouverneur Wilbert Otichilo, qui peut-être n'est pas là, parce qu'ensemble, on était en Afrique du Sud il y a une vingtaine d'années, invités par le CIOS, Committee on Earth Observation Satellites, pour discuter de cette problématique. Et à l'époque même, nous avions pris l'initiative de créer ce qu'on avait appelé African Advisory Group for CIOS, un groupe donc d'académies, de chercheurs et d'universitaires africains, pour conseiller le CEOS en matière de mise à disposition et d'accès aux données, notamment aux Africains.
aux chercheurs africains et aux utilisateurs africains. Depuis lors, évidemment, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, les données sont réellement accessibles, sont disponibles plutôt, je devrais dire. Il y a même des données qui sont accessibles, disponibles gratuitement. Je veux parler de toute l'archive de l'ANSAT, je veux parler des données SPOT, je veux parler de toutes ces données du programme Copernicus qui sont aujourd'hui free of charge et disponibles. Maintenant, la problématique, c'est l'accès. La disponibilité est réglée, c'est l'accès. Et c'est là où l'accès, le problème de l'accès, c'est la connectivité, l'absence de bonne connectivité. Et c'est là où, personnellement, je voudrais faire un appel à la Commission de l'Union africaine, notamment au programme GMS, pour un peu qu'on essaye de mettre en place un plan Marshall en Afrique pour régler cette problématique, cette lancinante question de connectivité. Tant que nous n'aurons pas réglé la connectivité, dans certaines régions d'Afrique, évidemment, l'accès, même si les données sont disponibles, leur accès posera problème. Donc, il nous faut régler le problème de la connectivité. Il faut que l'Afrique ait une connectivité, en tout cas acceptable, pour pouvoir accéder aux données et en tout cas ne pas continuer à avoir ce gap entre les pays du Nord et les pays africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, doyen Sudewar. Je pense que c'est une remarque très importante et l'accès, la connectivité a été évoquée plusieurs fois par les consortiums. Donc je pense que ça doit être en tout cas quelque chose à réfléchir pour que dans la deuxième phase, qu'on puisse pallier à cet accès-là. Parce qu'effectivement, il y a des stations qui sont créées, mais l'accès à Internet peut souvent poser problème. Bon, on me fait signe qu'on est un peu coincé par le temps, donc je remercie les orateurs, à savoir les représentants de AGEOS, SICOS, CSE, CSSTI et IPAC. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Et nous allons enchaîner. Professeur, vous restez. On enchaîne en même temps avec la table ronde 2. Restitution des résultats pour les données et infrastructures. Il y a SICOS encore qui revient. C'est SICOS. On a les mêmes intervenants. La liste est différente. Bon, donc, on va se référer à votre liste. Voilà, donc on va attaquer sur la deuxième partie de la session. C'est la même session, mais qui a été répartie en deux parties, parce que nous avons 12 consortiums. Et donc, les 6 premiers ont partagé leur expérience tout à l'heure. Nous allons passer maintenant au RCMRD. Alors, le RCMRD, est-ce qu'ils sont là? L'OSS, le consortium NARS de l'Égypte, SASCAL, le MOI et University of Ghana. Bon, on m'a signalé que NARS n'est pas présent et MOI aussi n'est pas présent. Donc, nous appelons le RCMRD, l'OSS, SASCAL et l'Université du Ghana.